père, est-ce qu'il a son enfant est malade, etc. Et à ce moment-là, j'adapterai ce que j'ai à dire, je vais le différer, on va dire ça comme ça, dans un moment adéquat pour lui dire. Ça, je pense que c'est quelque chose d'élégant. Voilà, c'était le troisième point que je voulais citer. Merci. C'est tout à fait appréciable. Et vous avez raison, l'empathie est une fort belle caractéristique dans nos relations interpersonnelles. C'est vrai, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Simplement, il faut bien comprendre son point de vue. Et comme disait monsieur, bon, je ne sais pas s'il a mis 5 heures de transport, si son père est malade ou s'il a été victime d'un deuil peu de temps avant, c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Mais le fait d'en tenir compte, c'est l'affirmation de soi, puisque vous êtes dans le respect de l'autre. Et là, je crois que vous avez fait 95% du chemin, largement, sans plus flatterie. Et sans non plus le souci de vous séduire. Donc, merci pour les précisions et la manière dont vous avez redit quelque chose. Et c'est bien de pouvoir entendre le même message avec des mots différents. Je ne sais pas si vous étiez là au début de l'intervention, mais j'ai beaucoup insisté sur l'aspect, j'ai utilisé le terme de filtre. Le coup de « je t'exprime mon ressenti, je suis comme vous ». C'est, voilà, il y a un ras-le-bol. Mais on n'a jamais dit, et tous ceux qui ont travaillé de manière très sérieuse sur cette histoire d'expression du ressenti, pourquoi? Parce qu'on sort de, grosso modo, d'une vingtaine de siècles dans lesquels le ressenti était un interdit. Je veux dire, on n'exprime pas son ressenti. On se soumet, on accepte, on valide, on ne conteste pas un ordre, un mode relationnel, etc., etc. Mais les gens qui nous disent bah, c'est bien d'exprimer son ressenti, ils nous ont pas dit de démonter les filtres. Les filtres, c'est il y a des moments où il n'est pas opportun d'exprimer son ressenti. Je le diffère. Je le dis à une autre personne qui n'est pas, parce que celle qui est en face de moi, c'est pas la bonne personne. Voilà. Quand j'ai dans une administration et quelqu'un me dit je ne peux rien faire pour vous, là je dis bah, écoutez, est-ce que vous pouvez dire à votre responsable de ma part qu'il y a un illustre inconnu qui vous dit que ce n'est pas conforme à l'esprit du service public. Elle me dit, monsieur, vous êtes un dinosaure, parce que le service public, c'est une affaire de dinosaure. Donc, vous trouvez votre référence. Alors, je dis, vous dites, oui, que le dinosaure, vous dites que... Ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes en cause, et je n'ai pas à déverser mon mécontentement, mon agressivité sur quelqu'un. Donc, mon filtre, il doit opérer de manière à ce que je ne règle pas mon compte avec quelqu'un qui n'est qu'un élément d'arrangage et qui ne fait qu'exécuter un certain nombre de choses. Et puis, voilà, donc c'est le filtre et la dimension, puisqu'on est dans les mots aujourd'hui, voilà, on va continuer, ce qu'on appelle aussi la communication contextuelle, c'est-à-dire, je ne dis pas le même message, je le délivre selon des modalités et des mots différents selon le contexte dans lequel je suis, c'est ce qu'on disait en guise de démarrage. Quand je m'adresse à monsieur le maire, et je m'adresse à un copain ou à mon voisin, etc., eh bien, le même message, je le délivre en fonction justement d'un contexte. C'est pour ça qu'on a appelé ça la communication contextuelle. Un point, si tu me le permets, pour la question de Sylviane. Alors, petite anecdote. J'ai lu il y a plusieurs années un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a un petit peu... j'allais dire, déstabilisé. Alors voilà, quelqu'un qui est allé faire une enquête très sérieuse, un sociologue s'enchaîne sérieux. Donc il a fait une enquête auprès des lauréats des grandes écoles d'ingénieurs. Et alors il arrive à ce constat assez intéressant. Il dit que la majorité de ceux qui ont fait ces écoles dites d'excellence, après il faut vérifier au cas par cas s'il y a plus d'excellence, mais ça s'appelle les écoles de parcours d'excellence, et bien il dit que majoritairement, c'est des enfants qui n'ont pas été gâtés par leurs parents. Alors, par pas d'aspect financier, matériel, etc., c'est pas ce sujet. C'est le mode éducatif sur lequel ils ont été élevés par leurs parents, c'était le parent, justement censeur, normatif. Nous sommes une dynastie de polytechniciens, tu seras polytechnicien. Et tu n'as pas le choix. Oui, mais moi j'adore le cinéma. Le cinéma, c'est pour le week-end. Non, mais je veux être cinéaste.
tu seras polytechnicien, tu seras centralien, tu seras ceci, tu seras cela. Alors, qu'est-ce qu'il dit que... Alors, il pousse un petit peu le raisonnement, il dit heureusement que ces gamins ont été un petit peu bousculés. Parce que s'ils avaient vécu dans une espèce de nirvana éducatif du genre, tu fais ce que tu veux, et puis moi je suis à l'écoute de tes émotions, de tes envies, etc., eh bien, on n'aurait pas eu des individus qui, justement, par, on va appeler ça pour aller vite, un processus de compensation, bien, vont pouvoir suivre des voies dans lesquelles l'effort est quelque chose de fondamental. Les épreuves, il n'y a que ça, parce qu'il faut pas passer leur temps à subir les épreuves et à tester leur capacité à dépasser ces épreuves. Et donc, en gros, eh bien, sa conclusion, c'est de dire, eh bien, la civilisation, c'est le produit de ceux qui ont souffert. Et voilà, donc quand je suis arrivé à cette conclusion, je me dis, c'est dommage, je n'ai pas souffert assez. Donc, il faut que je retourne, que je demande à mes parents. Va et souffle. Il y a une question. Oui. D'abord, je voulais vous remercier pour ce thème. Je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis le début. J'ai beaucoup appris. Ceci dit, j'ai au moins 25 questions. Je ne sais pas si je pourrais tous les poser, mais je vais m'en arrêter à une. Je reviendrai sur l'enfant. La manipulation, par rapport à ce que vous avez dit, qui d'entre nous n'a pas manipulé, personne n'a levé la main, moi y compris. Donc l'enfant, le sujet de l'enfant, concernant deux parents qui ont deux attitudes différentes. Comme la première question, hein, où il y avait un enfant qui a grandi dans une cage dorée et qui avait tout, et puis celui où il était de toute façon 19 sur 20, c'était nul. Lorsqu'il y a deux parents, et qu'un des deux parents le monte et un autre le descend complètement, je voudrais avoir votre point de vue, votre réflexion d'un point de vue philosophique, un peu plus par rapport à la place de l'enfant. En parallèle, c'est toujours la même question, la manipulation, là c'est plutôt côté professionnel, lorsqu'on a affaire à des groupes de personnes déficientes, handicapés ou en très grande précarité, c'est vrai que c'est très compliqué à limiter, parce qu'on ne s'en rend pas compte, la manipulation, et l'affirmation de ces personnes peut être perceptible 3 ans, 4 ans, 5 ans après une prise en charge ou un accompagnement. Voilà, je vous remercie de la réflexion du point de vue philosophique que vous pourrez m'apporter. Oui, l'exemple des parents où l'un souffle le chaud et l'autre souffle le froid, ou comme dans certains films policiers, dans certains thrillers, il y a un policier gentil et un policier méchant. Il y a peut-être, ça c'est une pure supposition que je fais, je ne détiens en aucun cas la vérité, il y a peut-être dans ce comportement parental le désir de permettre à l'individu, donc à l'enfant, de mesurer l'écart entre ces deux attitudes. L'une de ces attitudes est une attitude de dureté, de non-pardon, l'autre est une attitude de compréhension et de permissivité. Après, ce type de parent laisse peut-être à l'enfant le soin de trouver sa place et de se repérer. Mais je ne prétends pas détenir la vérité. Est-ce qu'on doit privilégier un comportement plutôt qu'un autre? Le comportement qu'on pourrait privilégier, c'est d'être adulte, comme Abdella l'évoquait tout à l'heure, d'être adulte lorsqu'on explique à l'enfant ce qu'il convient de faire. J'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, de discuter avec ma femme d'un de ses frères qui a été un vrai modèle de père avec ses enfants. Il y a bien longtemps de ça, quand son fils avait fait un caprice et refusé de faire quelque chose, plutôt que de hurler, plutôt que de le menacer, plutôt que de le punir, il s'était assis à côté de lui et il lui avait dit « Explique-moi, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ?» C'est complètement objectif. Et c'était vrai. Et ce n'était pas un rôle qu'il jouait.
Et voilà quelque chose qui a marqué la vie de cet enfant qui a maintenant 47 ans, l'enfant dont je parle, et qui a pris modèle quelque part sur son père, au moins pour avoir cette démarche avec ses propres gosses. Voilà ce que je pourrais répondre en quelque sorte. Mais comme l'avait dit Abdellah tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être toujours objectif, c'est ce qu'on appelle l'état ordinateur. C'est pas tellement sensible un ordinateur, hein. C'est une machine qui répond. Donc soyons, objectifs, donc adultes, à chaque fois qu'on doit analyser une cause, mais revenons ensuite à l'affectif pour pouvoir donner la caresse au moment où il convient de la donner, parce que nous avons aussi besoin de caresses. L'autre partie de la question, c'était le comportement à adopter lorsqu'on est en face de gens qui sont, comment dirais-je, en précarité. Oui. Alors, ils ont effectivement une sensibilité qui est certainement exacerbée. Je pense qu'on peut, sans le vouloir, prononcer des mots qui pourraient les blesser gravement. Il y a vraiment des adjectifs qu'il faut oublier d'utiliser lorsqu'on est en face des gens qui sont en précarité. Le fait qu'ils soient en précarité ne leur enlève en aucun cas de leur valeur humaine, de leur valeur morale. Bien au contraire, souvent ce sont des gens qui sont peut-être approchés d'une forme de vérité. Quant à ceux qui sont défavorisés peut-être sur le plan de la santé,